Bonjour à tous. Aujourd'hui, un sujet grave, très grave même. Le génocide gaulois. Et quand je parle de génocide, je pèse mes mots. Pline l'Ancien, lui, parle d'un crime contre l'humanité. Effectivement, les populations gauloises ont été exterminées par Jules César, qui ne s'en cache même pas dans sa guerre des Gaules, où parfois il décrit en détail comment il a procédé pour exterminer certaines tribus, jusqu'au dernier nourrisson, jusqu'à la dernière petite fille qui composait cette tribu. Et en effet, on a corroboré l'un de ces récits par des découvertes archéologiques qui ont été réalisées récemment dans le Brabant, dans le nord des Gaules, dans l'actuelle Belgique, où l'on a retrouvé dans des fosses des centaines, voire des milliers de squelettes de femmes et d'enfants, dont des femmes et des enfants, qui comportaient des stigmates de violence, c'est-à-dire des femmes et des enfants qui avaient reçu des coups de lance, des coups qui avaient les os brisés. On nous parle d'une brillante civilisation romaine à l'origine de notre civilisation occidentale actuelle. Peut-être, je n'en sais rien, mais en tous les cas, cette civilisation romaine a commencé son expansion dans le nord de l'Europe par un crime contre l'humanité. C'est 1 200 000 morts, rien que pour les campagnes de Jules César, plus 1 million de déportés. Et pourtant, combien de Français sont au courant de ces faits historiques de leur propre histoire? Pratiquement personne n'est au courant. Pourtant, les sources sur lesquelles on se repose sont extrêmement solides et incontestables. Jules César lui-même, mais aussi Pline l'Ancien, Plutarque, plus récemment des auteurs comme Dumézil ou comme Luciano Canfora. Les découvertes archéologiques récentes, c'est vrai surtout en Belgique il faut le dire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fouilles gauloises en France. Et puis récemment quand même, le magazine Historia, enfin récemment il y a à peu près 2 ans, le magazine Historia a relaté ces informations. Malheureusement, il n'y a pas eu d'écho, comme s'il y avait une omerta par rapport à ces faits, une omerta sur ce génocide gaulois dans la tradition universitaire française. Pourquoi ne sommes-nous pas au courant de notre propre histoire? Que s'est-il vraiment passé durant cette guerre des Gaules? C'est parti. En 60 avant Jésus-Christ, l'Europe est divisée en deux, entre sa moitié sud méditerranéenne, celle de l'Empire romain, et sa moitié nord, celle de la Confédération celte. À propos de la guerre des Gaules, Pline l'Ancien déclare dans son Histoire naturelle « Je ne peux pas placer parmi les titres de gloire un si grave outrage fait au genre humain. » Plutarque parle lui de 1 million de victimes et de 1 million de prisonniers. On pense qu'un tiers de la population gauloise aurait été éliminée physiquement. Quel est le vrai visage de l'Empire romain? Et ça, c'est bien trop méconnu. Mais il faut le crier, c'est urgent. Et je ne suis pas le seul. Bruno Dumézil ne cesse de le répéter dans ses conférences. L'Empire romain était un empire esclavagiste. Et ça, dans l'Europe celtique, c'est une innovation, l'esclavagisme. Car les Celtes, eux, étaient des hommes libres. Comme le dit Luciano Canfora dans son livre « Jules César, dictateur démocrate », l'économie romaine était fondée sur l'exploitation sauvage qui consistait à massacrer ses adversaires ou à les asservir et à les dépouiller entièrement de leurs richesses. Très régulièrement, les grands empereurs menaient des grandes expéditions pour aller faire des razzias, mais surtout pour capturer des esclaves. L'Empire romain était un empire esclavagiste. Dans sa guerre contre les Vénètes, César fait mettre à mort tous les rebelles et vend tout le monde sous la couronne. C'est-à-dire qu'il les fait déporter pour qu'ils soient vendus au marché aux esclaves. La Gaule sortira vidée de sa jeunesse et de toutes ses forces. Tous les habitants de Namur, en Belgique, ont été vendus sous la couronne en un seul lot, 50 000 personnes. C'est du bétail humain qui passe d'un marchand d'esclaves à un autre. Cette marchandise humaine est la principale motivation des Romains. Et il faut également dire que si l'Empire romain l'a emporté sur les Celtes, c'est uniquement parce qu'ils exploitaient une immense quantité d'êtres humains
tout autour du bassin méditerranéen, ce sont des millions et des millions d'habitants asservis. Il faut savoir que l'Empire romain, 2/3 de sa population, j'ai bien dit 2/3, étaient des esclaves. Donc ces esclaves n'avaient d'autre choix pour s'émanciper que de s'engager dans la légion. C'était un petit peu marche ou crève. Soit tu es esclave, éventuellement ta seule chance de t'en sortir, c'est de t'engager dans la légion. Donc les Romains ont toujours eu une énorme ressource en termes de légionnaires, et si leur équipement militaire est supérieur, c'est également grâce à l'esclavage. Malheureusement, c'est cet esclavage qui permet de produire tout cet armement, et c'est également cette logique impérialiste qui veut que chaque province conquise est exploitée totalement. C'est-à-dire qu'on pille toutes les ressources matérielles, mais également toutes les ressources humaines. Toutes les provinces conquises, y compris les premières provinces qui étaient italiennes, tout le peuple est considéré comme du bétail, mais vraiment comme du bétail. Les gens qui se révoltaient, on les tuait, on les génocidait. Quand les esclaves s'étaient révoltés, on les avait éliminés physiquement de manière totale. Lors de la célèbre révolte de Spartacus, qui s'est conclue par l'étalage de milliers d'esclaves crucifiés. Ce fut le cas en Sicile, à partir de −135, où fut conduit un massacre complet. Voilà, il faut le savoir. Donc l'Empire romain l'a emporté contre les Gaulois uniquement parce que ils ne respectent pas la dignité humaine, ils ne respectent pas la liberté humaine. Ce sont des criminels de guerre, des esclavagistes. Et si les Gaulois ont perdu, c'est parce qu'ils ont toujours respecté l'humain, ils ont toujours respecté toutes les libertés humaines. Les Celtes, ce sont des hommes libres. Évidemment, Jules César a toujours masqué ça dans ses écrits. Il a toujours fait croire qu'il était en infériorité numérique face aux Gaulois. À chaque fois, d'une manière générale, pour augmenter son mérite, il ment et raconte que les Romains étaient moins nombreux. C'est complètement faux, la réalité des faits est exactement l'inverse. Ça peut faire sourire, mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est quand il a calomnié gravement la culture celte, en inventant de A à Z une immonde calomnie, dire que les druides pratiquaient des sacrifices humains, qu'ils sacrifiaient donc des membres de leur peuple pour une cérémonie religieuse. Il a été jusqu'à dire que ceux qui ne voulaient pas assister parmi les Gaulois à ces cérémonies religieuses étaient brûlés dans des paniers d'osier par les druides. Il est très important de préciser que tout ceci est du mensonge, de la propagande de guerre inventée par Jules César pour insuffler de la haine dans ces légionnaires romains contre les Gaulois, pour que les Romains soient motivés pour exterminer les Gaulois, et pour qu'en fait, donc l'objectif de l'Empire romain, c'est de faire un maximum de prisonniers pour en faire des esclaves, et de voler tout l'or des Gaulois, voler toutes les ressources, s'accaparer bien sûr les terres, s'installer sur leurs terres. Le vrai but est là. Mais donc il y a toutes ces calomnies de la part de Jules César qui sont tout à fait odieuses et qu'il est important, urgent aujourd'hui d'éradiquer. Parce que encore aujourd'hui, on entend des gens qui racontent ça sur les Celtes, sur les druides. C'est complètement faux et c'est de la pure propagande de guerre. César et son entourage et les prêtres de la religion dite païenne, mais qui n'est pas une religion païenne pour moi, mais la religion des Romains, eh bien, cette religion cautionnait des choses horribles. En effet, les prêtres de cette religion romaine autorisaient à génocider des peuples parce qu'ils disaient que pour faire plaisir aux dieux romains, il fallait pas hésiter, voilà, à exterminer jusqu'au dernier les tribus rebelles. Il y a également un racisme qui va se développer contre ceux qu'ils appellent les barbares. Les barbares, en fait, ce sont ceux qui sont chevelus, qui ont le droit de se laisser pousser la barbe. En fait, ce sont donc tous les Celtes, alors que vous savez que les Romains, eux, se coupent les cheveux courts et se rasent. Les Romains boivent du vin alors que les barbares boivent de la bière. Les Romains se mettent de l'huile d'olive alors que les pseudo-barbares se mettent plutôt du beurre. En fait, il y a une vraie culture raciste, et ça c'est Bruno Dumézil qui l'a démontré, qui va se développer une sorte d'anti-nordisme, une keltophobie romaine contre donc les Gaulois, parce qu'il faut bien comprendre que dans l'esprit des Romains, les Gaules, c'est au nord pour eux. Hein. Tout ça, c'est le nord, les barbares du nord. Les Gaulois sont des gens du nord, comme les Germains, comme les Bretons. Et donc, ils mettent tout ça dans le même panier
et ils vont développer un... Et d'ailleurs, ils n'ont pas tort, puisqu'effectivement, ce sont des gens de même culture et de même ethnie, mais ils vont développer donc un racisme profond, un anti-nordisme, parce qu'ils veulent conquérir ces terres. Et donc, ce sont les politiciens, les prêtres qui vont insuffler ce racisme dans la tête des légionnaires romains. On trouve aussi des traces d'un certain racisme physique contre les Gaulois, notamment dû à leur imposante stature et une certaine jalousie romaine. Il faut savoir que pour être légionnaire romain, la taille minimale est d'1,55 m. À titre de comparaison, aujourd'hui, si vous voulez rentrer dans l'armée ou dans la gendarmerie, il faut faire 1,70 m, 1,73 m. C'est vous dire la différence de taille dans les critères de recrutement. Donc 1,55 m, la taille minimale pour un légionnaire, alors que les découvertes archéologiques, et même on le voit dans les textes, c'est souvent écrit, les Gaulois étaient très grands, très souvent au-dessus d'1,80 m. Donc il y avait une certaine jalousie aussi des Romains pour le physique plus avantageux des Gaulois. Il faut savoir que les Italiens, par exemple, ne sont pas des Romains. J'en veux pour preuve la révolte des Italiens. 80 000 Italiens ont été tués, massacrés par l'Empire romain suite à une révolte sociale de ces Italiens. On a également la révolte de Spartacus. Spartacus, c'est 100 000 morts. Donc, d'une manière générale, l'Empire romain, de toute façon, a toujours détesté tous les peuples. Mais c'est vrai que comme il a eu beaucoup plus de mal à remonter vers le nord, et c'est ce qui est resté dans les mémoires, c'est que cet Empire romain a développé un racisme anti-nordique. Enfin, anti-Europe, on va dire européen du Nord, qui inclut donc cet anti-nordisme, la keltophobie et on va dire un racisme contre les Gaulois. Un petit exemple du code de la guerre romain, parce que les Romains ont un code de la guerre qu'ils appellent Ius in Bello. Le code de la guerre Ius in Bello des Romains autorise les soldats à piller les biens des civils, autorise les soldats à violer les femmes et les filles des civils. Ça, c'est le Ius in Bello, j'invente rien. Autorise les soldats à incendier les maisons des civils, on se demande pourquoi. Autorise les soldats à commettre le meurtre gratuit des civils. Au sujet de la découverte de Kessel dans le Brabant, traces archéologiques du génocide des Tenctères et des Usipètes, César nous en fait le récit dans sa Guerre des Gaules, au livre 4, chapitres 14 et 15. César et les chefs de ces tribus celto-germaniques vont se donner rendez-vous pour parlementer. César va feindre de trouver un accord, et puis contre toutes les lois de la guerre, il va se précipiter sur les tribus au complet, c'est-à-dire les civils et les hommes qui n'étaient pas prêts à combattre. Il va se précipiter donc sur ces tribus. Il arrive donc avant les chefs de ces tribus. Par surprise, les populations sont surprises, elles sont désarmées surtout. Du coup, elles prennent la fuite et César va ordonner que l'on poursuive tous ces civils et qu'on les massacre jusqu'au dernier. Appienne annonce 400 000 morts au cours de cette seule campagne contre les Usipètes et les Tenctères en 55 avant Jésus-Christ. Le Sénat loua César. Celui-ci décrit d'ailleurs ces carnages, tels celui des Belges, avec des mots simples. C'est ainsi que, sans courir de danger, nos soldats en massacrèrent autant que la durée du jour le leur permit. Voilà comment la Gaule et le monde celtique furent immergés par la violence et le génocide dans l'océan de la pseudo-civilisation romaine. Ces massacres et génocides ont été monnaie courante avec les Romains. Et de toute façon, les civils non massacrés, c'était des esclaves. Ils étaient déportés, revendus comme esclaves. Et puis voilà, les Romains s'installaient, prenaient la terre. Donc on a vraiment une industrie également de l'esclavage chez les Romains. L'esclavage, alors là c'est une vraie tradition romaine, hein. C'est eux qui ont inventé cette industrie. Il y a un proverbe romain qui dit « autant d'ennemis, autant d'esclaves ». Le général vainqueur dispose d'un droit discrétionnaire sur tous les biens, terres et individus, hommes, femmes et enfants. Donc je vous l'ai dit, il massacrait également les femmes et les enfants, hein, le fossé qu'on a retrouvé là-bas en Belgique. Donc il y a deux solutions quand une tribu est vaincue par les Romains, soit le meurtre, hein, le génocide carrément de la tribu, soit sinon l'esclavage, hein, la déportation. Les prisonniers, donc quels sont les droits des esclaves, des prisonniers? Ils sont considérés civilement morts. Donc voilà, vous avez perdu la guerre, vous êtes
civilement mort, vous n'êtes plus rien, vous n'existez pas. Auguste, lui, a raflé 144 000 esclaves, 144 000 prisonniers à Aoste en Italie. Hein. Donc voilà, les Italiens, vous n'êtes pas des Romains. Les Romains sont vraiment une caste à part, une petite élite de privilégiés. Mais quand on est quelqu'un du peuple, on n'est pas romain. Donc vous voyez, encore un exemple d'Italiens massacrés par les Romains. Comment peut-on expliquer cette incroyable barbarie? Tel était le modèle, l'élimination complète de l'adversaire. Elle était justifiée par un racisme de base. Les esclaves n'étaient pas considérés comme des hommes. Les autres peuples ne le furent pas non plus. Il était exclu que les barbares puissent avoir un sens de l'honneur et de la loyauté. Comme il sera exclu bien plus tard, pour les conquistadors espagnols, que les Indiens d'Amérique puissent avoir une âme. Il était donc normal de les exterminer. Bon, on va faire une petite pause après toutes ces informations et après toutes ces émotions. Revenons en 2019. Ouf, on est en 2019, on n'est plus sous domination romaine. Ah, vous êtes sûr? Regardez quand vous allez dans les librairies. Regardez tous les livres que vous allez trouver. Des livres qui font l'apologie de l'Empire romain. On croit rêver. Notre civilisation humaniste anti-esclavagisme fait l'apologie de l'Empire romain. Par contre, vous ne trouvez pratiquement aucun livre sur les Celtes. Ça en devient même tragique-comique quand on arrive au rayon Celtes-Vikings et qu'on trouve 2-3 malheureux livres sur les Celtes qui se battent en duel au milieu de livres sur les Romains qui font l'apologie de Rome et de la Grèce antique en plein dans le rayon Celtes-Vikings. On croit rêver. C'est grave, mais plus le temps passe et moins on a de livres sur les Celtes. Il y a encore un siècle, on pouvait trouver des livres décents sur les Celtes, sur les Vikings. Aujourd'hui, c'est autre chose et cela empire. Puisqu'aujourd'hui, il y a des campagnes pour dire que les Gaulois n'avaient pas de casque à cornes ou de casque avec des ailes. Et même pire, on commence à entendre des gens qui disent que les Gaulois n'ont pas existé. Vous imaginez, ça va très loin. Donc moi, pour pallier à ce problème, pour pallier à tout cela, eh bien, j'ai créé ma petite maison d'édition, les éditions L'Esprit Viking, dans laquelle j'ai déjà édité 4 livres. Donc vous pouvez trouver ça sur le site espritviking.com ou en passant par mon autre site pagans.eu. Donc l'un ou l'autre vous mènera vers ma petite maison d'édition qui elle publie des vrais livres sur les Celtes, pas des livres écrits par des auteurs pétris d'idéologie romaine comme par exemple Jean-Louis Bruno, hein, parce que là les rares livres que vous trouvez en librairie sont écrits par des gens qui sont pétris d'idéologie romaine, donc ils vont évidemment occulter tous ces faits comme les génocides. D'autre part, je vous propose d'agir par une pétition que je vais vous présenter à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'au bout. Avant l'avènement de Jules César et de la guerre des Gaules, l'Empire romain lorgnait déjà sur les Gaules, sur le monde celte, celte ou celte comme on dit quand on veut prononcer à l'ancienne, parce que les Celtes, dans leur tradition, ne conservaient pas l'or qu'ils possédaient. Or, les Celtes possédaient énormément d'or. Cet or leur était issu de l'ancienne Atlantide. Et ils avaient pour tradition surtout de ne pas financiariser cet or, de manière à pas devenir une société corrompue par la financiarisation, par l'argent, par l'or. Et donc, chaque personne qui possédait de l'or, lorsqu'il se faisait inhumer, enterrer, il se faisait inhumer, enterrer avec l'or. C'est-à-dire l'or de chaque propriétaire était enterré, de manière à ce que voilà, ça évite la corruption. Et ces Romains n'ignoraient pas ces faits. Donc ça faisait déjà plus d'un siècle que les Romains voulaient conquérir les Gaules. Ils n'y arrivaient pas parce que les Celtes militairement étaient très forts et ils n'arrivaient pas à aller au-delà de ce qu'ils avaient déjà conquis. C'est-à-dire que les Romains avaient réussi à conquérir toute la côte méditerranéenne de l'actuelle France, mais plus au nord, ils n'y arrivaient pas. C'est alors qu'ils vont changer de stratégie et qu'ils vont commencer à infiltrer un petit peu la société gauloise, notamment en changeant les mœurs pour essayer d'affaiblir ces Gaulois de l'intérieur. Ils vont commencer par vendre du vin à très bas prix. Il faut savoir que traditionnellement, les peuples celtes ne buvaient pratiquement pas de vin.
ils buvaient de la bière. Ces Romains donc vont commencer voilà, à commercer avec certaines tribus, d'autres vont le refuser et vont commencer quelque part à corrompre un peu les mœurs et à diviser également les tribus gauloises entre elles. Donc ça, c'est un travail de sape qui commence bien avant la guerre des Gaules. Et si vous voulez, la guerre des Gaules, ça va être un peu la finalisation d'un projet de conquête. La fameuse bataille d'Alésia. Bataille qui se terminera avec Vercingétorix qui va rendre les armes à Jules César, un chef de guerre celte qui se rend. C'est du jamais vu, c'est du jamais vu. Les Celtes et surtout les chefs de guerre, soit ils doivent l'emporter, soit ils doivent mourir au combat, soit ils doivent se donner la mort. C'est la première fois comme ça qu'on voit un chef celte rendre les armes. Et vous imaginez la symbolique que cela veut dire. Ça veut dire que ce Vercingétorix, en fait, symboliquement, donne son peuple en esclave à Rome. Donc, voilà. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec cette histoire d'Alésia et de ce Vercingétorix. Il est utile de rappeler que Vercingétorix a été éduqué à Rome. Hein. Certes, il est né gaulois, mais il a fait des écoles romaines. Il a été formé là-bas et il connaissait personnellement Jules César. Donc oui, il y a des Gaulois qui collaboraient avec les Romains et qui faisaient du commerce avec eux. Fin de la parenthèse. Toujours est-il que cette victoire officielle, où on dit ça y est, les Gaules sont soumises, c'est pareil. Ça, c'est très très discutable, puisqu'en réalité, il va y avoir des insoumis et des résistants pendant des siècles. Il y aura toujours des résistants en Gaule. J'en veux pour preuve encore au IIIe siècle, on a la population gauloise qui se réduit de 20%. Donc, toutes les Gaules ne seront jamais totalement soumises. D'ailleurs, c'est ce qui est fort bien dit dans l'album d'Astérix. Hein. Le village qui résiste toujours. En fait, il y avait des quantités de villages qui résistaient toujours à cet envahisseur romain. Bref, fin de la parenthèse. Revenons donc à ce qui a précédé la bataille d'Alésia, qui est la bataille de Bourges. Parce que certes, c'était quand même une grosse victoire romaine, il faut le dire, cette guerre des Gaules. Les Romains ont pris, voilà, ils ont génocidé une bonne partie de la population, comme on l'a dit. Ils ont effectivement pris le pouvoir en Gaule. Hein. Il ne faut pas dire le contraire. Les autres, les résistants, sont relégués au rôle de résistance. Hein. Ils ont pris le maquis, où ils sont dans des campagnes, ils sont dans des villages. Mais c'est vrai que les grandes villes, les grandes puissances politiques gauloises vont être totalement asservies ou détruites. Et le plus souvent complètement rasées et détruites. Ce fut le cas de Bourges. Donc Bourges, c'est le nom moderne, mais à l'époque, ça s'appelait Abaricum. Abaricum était la capitale politique, de même que Alésia était la capitale spirituelle, alors que Bibracte pouvait être vu comme une capitale commerciale, d'ailleurs assez proche des Romains. Mais en tous les cas, cette bataille d'Abaricum va être un véritable génocide. Hein. La tribu des Bituriges va être exterminée. Jules César va venir assiéger Abaricum. Et là où on voit que Vercingétorix, il est vraiment très louche dans cette affaire, c'est qu'il ne va même pas harceler les Romains, jamais attaquer les Romains. Donc jamais, si vous voulez, il va y avoir un effort conjoint entre les assiégés dans la capitale Abaricum et Vercingétorix qui attaque de l'extérieur pour essayer de prendre les Romains en sandwich. Jamais. Vercingétorix ne fera que regarder. Il va rester spectateur et il va laisser César massacrer tous les habitants d'Abaricum, violer les femmes, etc., etc. Alors il va dire que c'était sa stratégie, qu'il valait mieux que lui se préserve pour gagner la guerre au final. On a vu qu'ensuite il se réfugie dans Alésia pour finalement se rendre. Bon, ça sent pas bon tout ça. Ensuite, d'autres génocides, d'autres exterminations, notamment celle de la population de Cénabum. Cénabum, c'est Orléans. Voilà. Donc l'Orléans de l'époque était la capitale du pays des Carnutes. Vous savez, les Carnutes sont très connus, une ville également très importante sur le plan druidique, la capitale des Gaules druidiques, les Carnutes. Eh bien, cette tribu va être totalement exterminée aussi. La source, c'est Jules César lui-même. Hein. Dans la guerre des Gaules, livre 7, chapitre 11,
Ensuite, on va avoir le génocide des Éburons. Alors les Éburons, c'est le nord de la France et la Belgique. Donc le nom Éburon, qui vient bien sûr de Éburo, qui veut dire sanglier. Le sanglier, un animal très important chez les Gaulois. Également une très grande tribu, très importante, très instruite, très symbolique. Eh bien cette tribu va également être massacrée. On sait qu'au départ, les Éburons avaient gagné une bataille importante avec leur chef Ambiorix. Malheureusement, derrière tout ça, César va faire la politique de la terre brûlée. Et puis, voilà, il va ramener un maximum de légions pour tuer tous les êtres vivants, tous les animaux, tous les enfants de cette région. C'est-à-dire qu'il va carrément s'en prendre à la faune, la flore, les animaux. Je ne sais pas si vous imaginez le niveau de méchanceté. C'est-à-dire qu'il ne va pas se contenter de tuer les Éburons, il va tuer toute la région, il va brûler tout ce qui s'y trouve, tuer tous les animaux, quoi. Bien sûr, il va violer les femmes. Et César va supprimer leur cité ainsi que leur nom. Donc cette tribu n'existera plus officiellement à cette époque. On s'en rappelle encore parce que on a des écrits comme quoi il a fait ça. Donc voilà, on sait que les Éburons ont été exterminés. C'est par définition là le meurtre d'un peuple. Donc un vrai génocide. Les Suisses aussi avaient pris cher, 250 000 morts lors de la bataille des Helvètes. Ne pas oublier que la capitale d'Alésia, elle aussi, a été complètement rasée à tel point que pendant des siècles, on ne savait plus exactement où se trouvait Alésia. Et puis qu'aujourd'hui, il y a 4 emplacements différents qui se battent pour dire non, c'est moi le vrai Alésia. Si vous voulez savoir où c'est vraiment, j'ai fait une vidéo là-dessus et là, on tient le bon bout. Toutes ces tueries, tous ces massacres, tous ces esclaves. Pourquoi? Pour qui? Pour le plus grand bonheur des citoyens romains. Et oui, qui c'est ces citoyens romains? En fait, ce sont les aristocrates. C'est une couche parasitaire qui exploite l'immense masse des non-citoyens. Et les non-citoyens, si vous voulez, c'est les esclaves, quoi. C'est ceux qui sont à leur service. César, lui, exerce son pouvoir personnel comme un monarque, à travers l'armée et non par l'élection des magistrats. Son modèle, c'est celui des grands souverains. Son modèle à César, c'est celui des grands souverains orientaux qui deviennent des dieux, qui sont idolâtrés par leurs soldats, voilà. C'est un modèle de dictature tyrannique orientale. Dixit Luciano Confora. Alors moi j'aime beaucoup Luciano Confora. C'est un auteur spécialiste, très honnête, italien, et je vous ai mis son interview en intégralité sur le site pagan.eu. Quand on lui pose la question, une fois l'Europe conquise, le modèle s'impose. On dit parfois que certains peuples, comme les Gaulois, aspiraient à la civilisation romaine. Il répond, cette idée n'est que propagande. Une propagande reprise par les auteurs grecs qui essayaient de plaire aux Romains. Il n'y a aucune source celtique sur cette époque. Il faut rappeler combien les auteurs grecs s'étaient montrés serviles à l'égard de Rome en racontant cette période. Le journaliste, jamais dans l'histoire, à l'exception peut-être de la tentative nazie, on ne verra pourtant une Europe aussi homogénéisée, sur un territoire aussi immense, comme le montre la carte. C'est une vision illusoire. Cette Europe-là fut en réalité éphémère. À l'est, l'empire des Parthes était un danger permanent et on combattait sans interruption sur le Rhin et le Danube. Même chose dans l'Angleterre méridionale, même chose dans l'Espagne. La conquête de César était superficielle. Elle s'est implantée lentement. D'abord par les grands axes de communication, les agglomérations urbaines, mais les campagnes n'étaient pas contrôlées. Elles ont résisté pendant plusieurs siècles, jusqu'à l'époque des Antonins. Pendant tout ce temps, l'Europe occidentale fut en révolte. La lecture de Tacite le montre bien. La guerre était partout, même après la soi-disant victoire d'Alésia. Le seul point fort de l'Empire romain, c'était l'Orient et l'Afrique. Alors le journaliste, bien élevé, bien éduqué à l'idéologie romaine, il sait plus trop quoi dire et puis il commence à essayer de trouver autre chose. Il lui dit ouais, mais il y avait quand même la fameuse Pax Romana, un territoire romanisé, serein et harmonieux. Il répond, la Pax Romana, c'était la guerre. Du récit que Tite-Live avait consacré aux campagnes d'Auguste, il n'est resté hélas que le sommaire. Mais celui-ci montre très clairement que l'on a combattu presque chaque année. La période pacifique de l'Empire est une illusion d'optique dont nous sommes redevables, une fois encore,
aux Grecs, qui ont loué le bonheur, la prospérité, la paix et autres bienfaits que Rome aurait offerts au genre humain. En réalité, les guerres furent incessantes, au point que pendant toute cette période, la population de l'Ancien Monde n'augmenta pas. Et effectivement, elle va même diminuer en Gaule encore au IIIe siècle, donc plus de 200 ans après la guerre des Gaules de César. Au IIIe siècle, la population gauloise se réduit encore de 20%. Avec une économie basée sur la guerre, le rapt, le pillage et l'esclavage, il était inéluctable que cet empire s'effondre. Et c'est ce qui va se produire à partir du IIIe siècle, quand les Romains ne furent plus en mesure de capturer suffisamment d'esclaves et de nouvelles richesses. Alors la décadence commença, emmenant l'Empire vers un lent mais inéluctable déclin. Et Bruno Dumézil parle vraiment très bien de cette décadence de l'Empire romain, due à ce facteur économique où tout est basé sur l'esclavage. Le génocide gaulois est un véritable traumatisme pour notre peuple. Pourtant, il est toujours nié. Pourquoi est-il absent des livres d'histoire ? On reconnaît nombre de crimes humanitaires, comme la traite des Noirs ou le génocide des Juifs, mais pas ce génocide gaulois. Nos élites seraient-elles celtophobes ou anti-nordiques ? Pourquoi les découvertes archéologiques gauloises sont-elles si méprisées, voire même parfois carrément détruites avant même d'être étudiées? Nos élites seraient-elles romaines par ascendance ou romaines par idéologie? Le peuple gaulois était un peuple libre dont beaucoup d'entre nous sommes les descendants. Alors si vous n'avez rien contre les peuples libres, je vous encourage à signer cette pétition pour faire reconnaître le génocide gaulois par la République française en tant que crime contre l'humanité. Par cette pétition, nous demandons à ce que le génocide gaulois soit reconnu comme crime contre l'humanité. À savoir que constitue un crime contre l'humanité l'un des actes ci-après énoncés. C'est un plan d'exécution concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique. En 1, l'atteinte volontaire à la vie. En 2, l'extermination. En 3, la réduction en esclavage. En 4, la déportation ou le transfert forcé de population. 5, l'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international. 6e, la torture. 7e, le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée, je vous en passe. 8e, la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux. Je vous passe les autres points, je ne vais pas tous vous les lire. Bref, ce génocide du peuple gaulois, peuple appartenant au cercle de culture celtique, ce génocide a été accompagné d'un mémoricide de l'histoire et de la culture celte. Ce mémoricide s'est non seulement manifesté par un effacement des données historiques, archéologiques et culturelles, mais aussi par des calomnies et de graves diffamations, des diffamations datant de la propagande de guerre de Jules César. Ces calomnies et diffamations doivent urgemment et officiellement être reconnues comme telles. Nous demandons donc à la République française une loi reconnaissant comme imprescriptible ce génocide gaulois et délictualiser le négationnisme conséquent. Deuxièmement, qu'obligation soit faite à l'ensemble des manuels scolaires d'histoire préconisés par l'éducation nationale d'évoquer ce génocide gaulois et ce mémoricide celte. Voilà, je pense que c'était le minimum qu'on puisse demander, simplement à ce que le peuple celte et les descendants de Gaulois soient traités comme n'importe quel autre peuple. Il n'y a pas de raison, les descendants de Gaulois existent et ils doivent être respectés comme tous les autres peuples. Voilà, donc je vous encourage à signer cette pétition qui se trouve sur change.org, mais de toute façon vous allez trouver le lien vers cette pétition dans la description de cette vidéo.
Vous le trouverez également en bas de l'article de Luciano Canfora sur mon site pagans.eu. Je vous rappelle, puisque cette vidéo touche à sa fin, que vous pouvez justement soutenir mon activité de vidéaste en me supportant sur Tipeee. C'est le Tipeee de l'Esprit Viking. Donc merci de nous avoir suivis. Pensez à nos ancêtres, pensez à l'égalité également entre les peuples. Il n'y a pas de raison que les descendants de Gaulois ne soient pas traités comme les autres peuples. Donc je vous encourage vraiment à signer cette pétition. Et puis je vous remercie donc de m'avoir suivi. C'était Oleg de Normandie pour vous servir. Allez, au revoir.